Dans quel sens faire son GR5, la grande traversée des Alpes, nord-sud, sud-nord? Est-ce qu'il faut faire les variantes? Quelle est sa difficulté? À quelle saison est-ce qu'on peut partir le faire? Toutes ces questions, les itinéraires, les ravitaillements, etc. Ce sont les questions qu'on se pose quand on prépare son GR5. Ce sont les questions que je me suis posées quand je l'ai préparé et maintenant que je l'ai fait, ainsi que 15 000 km de trek. Donc j'ai préparé un certain nombre de GR, de trek maintenant dans mon expérience de randonneur, eh bien j'y réponds, c'est mon point de vue et j'y réponds en vidéo. Alors concrètement, j'ai conçu une série de vidéos de préparation de GR5 et je te propose aujourd'hui de visionner un extrait de cette série de vidéos. Concrètement, c'est parti, on visionne ensemble. Salut, c'est David, bienvenue sur cette 4e vidéo. On va parler maintenant des informations utiles pour préparer quand, où et comment faire son GR5. Allez, c'est parti, on y va et on va commencer par la question quand. Quand faire son GR5? C'est une excellente question et concrètement, tu vas avoir une période particulièrement favorable, c'est juillet-août. À partir du moment où on parle de faire un GR, un trek en haute montagne, juillet-août, ça va être la période indiquée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des points hauts au-delà de 2500, on monte jusqu'à 2700 mètres. Et bien qu'on soit sur une période estivale, la haute montagne, il fait beaucoup plus froid et le temps est beaucoup plus changeant. Donc, statistiquement, la meilleure fenêtre pour partir faire de la haute montagne, ça va être juillet-août. En revanche, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à avoir pensé ça. Et donc, c'est aussi le moment où le GR5 va être le plus fréquenté, où il y aura le plus de monde. Pour ceux qui veulent un petit peu de solitude ou pour ceux qui veulent être un petit peu aventureux et partir hors des sentiers, des temps battus, on va dire, on peut imaginer commencer ou finir son GR5 sur les mois de juin et septembre. Par contre, ça veut dire que statistiquement, en début de saison, il y aura encore beaucoup de névé, voire de l'enneigement sur les points hauts, comme le col de l'Iseran à 2007, comme tous ces passages. Et si en septembre, si l'hiver vient tôt, il peut y avoir des chutes de neige assez rapidement à partir de 2000 mètres d'altitude ou moins, ça dépend du coup de froid qui arrive. Donc juillet-août, c'est sûr, il sera bien praticable. Juin-septembre, effectivement, et les risques d'hiver sont beaucoup plus présents. Ça, dans le module matériel, on en reparlera. Que faire si on le fait sur un timing un peu plus hivernal? On s'équipe, on en parlera dans le module matériel. On peut aussi faire pourquoi pas son GR5 en hiver. Par contre, moi j'ai absolument pas la compétence pour t'en parler. Ski de rando, tout ça, je ne maîtrise pas, donc je n'en parle pas. Dans quel sens faire son GR5? Ah, excellente question. Habituellement, quand on prend un GR, on prend la carte. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, on regarde un petit peu la carte, comment c'est fait. Pause. Je me permets 30 secondes d'interruption dans le visionnage de cet extrait pour te présenter un tout petit peu plus en détail ce qu'on est en train de voir ensemble. Concrètement, j'ai conçu la formation GR5 pour aider les randonneurs à bien se préparer avant de partir faire leur GR5. Dans cette formation, on s'appuie sur 4 piliers de la préparation. Le premier, un extrait dont on est en train de regarder ensemble, c'est l'itinéraire, le budget, le ravitaillement, les infos utiles, etc. Tout ce qui concerne son GR5. Un deuxième point, c'est le matériel. Je vide mon sac et je te présente tout le matériel que j'ai moi-même utilisé pour mon GR5, pourquoi, ses limites et comment bien l'utiliser. Un troisième point, c'est d'apprendre les connaissances de base à avoir en montagne. Le GR5, il monte 4 fois à plus de 2005. Là-haut, il y a 25% moins d'oxygène, il y a beaucoup d'orage, des coups de froid, le vent est beaucoup plus changeant, le temps est beaucoup plus changeant. Il faut savoir à quoi s'attendre pour bien réagir une fois que ça arrive, une fois qu'on est parti là-haut. Et enfin, un quatrième et dernier point, la préparation physique. En Occident, on aime bien dire « je pars faire mon GR5, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter ?» C'est très bien, le matériel de qualité, c'est très bien. Sauf que le premier matériel du randonneur, c'est son corps. Donc bien le préparer à le travail d'endurance, le portage du sac, l'effort cardio-respiratoire et musculaire que représentent les grandes montées qu'on va se faire sur le GR5, tout ça, ça se prépare. Et concrètement, en description de cette vidéo, en lien, tu trouveras plus d'informations et de quoi rejoindre le programme de formation GR5. Je te remercie de ton attention et on continue le visionnage. Les Alpes sont ici, mon doigt du haut montre Thonon-les-Bains, ou à peu près Saint-Gingolph, qui sera un tout petit peu plus à droite. Mon doigt du bas montre Nice, et on a Menton, qui sera un tout petit peu plus à l'est également, sur la côte. En gros, on trace une belle trajectoire nord-sud, légèrement nord-ouest-sud-est. Et il faut aussi voir que là, on est au sud de l'Europe,
Et on va prendre en considération, bien sûr, pour faire son sens, le terrain, le soleil, le vent, etc. En termes de vent, c'est assez compliqué à déterminer. Pardon, excuse-moi. Lorsque l'on décide en fait de faire le sens d'un GR, le mieux serait d'avoir le vent dans le dos, parce qu'avoir le vent de face en permanence, c'est assez pénible. Euh, Faire un mapping des vents dominants des Alpes, c'est assez compliqué. Lorsque j'ai fait mon GR5, j'ai pas eu l'impression d'avoir un vent dominant, ça a beaucoup tourné. Donc, on va parler un petit peu du vent. Plus on est à haute altitude, plus le vent est fort et plus il change tout le temps. Des, en fond de vallée, tu peux regarder par exemple les roses des vents d'une ville qui est en fond de vallée, que ce soit Thonon-les-Bains, que ce soit Chamonix, Briançon, Nice, etc. Tu vois qu'il y a une rose des vents nettement dessinée. Mais quand on monte, effectivement, les perturbations aériennes sont un peu plus complexes à saisir. Donc, il y a du vent concrètement dans le sud de la France, on est quand même encore sous l'influence océanique, Atlantique, j'entends, donc un vent d'ouest, mais entre les Alpes et l'océan Atlantique, il y a le massif central, donc ce qui fait que le vent dévie sa course à ce niveau-là, en le contournant d'un côté ou de l'autre. Entre les Alpes et le massif central, il y a la toute petite vallée du Rhône, ce qui fait un couloir de vent de folie. C'est le Mistral qui souffle jusqu'à en rafale de 100 km/h, ce qui fait que c'est un pays très venteux. Au sud, on a la Méditerranée qui va envoyer également son souffle d'air sur le Dauphiné, etc. Donc le vent change tout le temps et c'est pas facile à déterminer un vent dominant, surtout que entre Thonon et Nice, il n'y a aucun rapport sur la rose des vents dominantes. Ma foi, je ne peux pas t'aiguiller en fait sur un sens, le faire nord-sud ou sud-nord par rapport au vent. Par contre, le soleil, lui, il est un peu plus stable que nos amis les vents. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest et il brille surtout au sud, parce que nous sommes dans l'hémisphère nord de notre planète. Donc ça veut dire quoi? On pourrait se dire instinctivement, ah ben, si je le fais dans le sens sud-nord, j'aurai toujours le soleil dans le dos, c'est quand même plus pratique. Ça, c'est le premier truc qu'on peut se dire, mais en fait, surtout si tu organises tes, tes étapes, statistiquement, on dort en fond de vallée. Le matin, on fait l'ascension et l'après-midi, la descente pour retourner en fond de vallée. Alors, je dis ça sur un topo guide en nombre d'étapes classiques, 25, 30, etc., c'est vrai. Si tu es un peu plus aventureux et que tu ne te laisses comme limite que là où peut te porter ton corps, ou si tu as particulièrement envie de faire des bivouacs d'altitude, parce que c'est vrai que c'est vraiment génial, ça va changer la donne. Mais statistiquement, c'est quand même plutôt comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus pertinent pour faire de la performance. Commencer une journée en montant, ça chauffe le système cardiaque et tu peux faire une belle performance. Commencer une journée en descendant, waouh! Si tu commences ta journée en te pétant 1000-1500 mètres de dénivelé négatif, ça te casse les jambes. C'est-à-dire que ça frappe les articulations, les tendons, etc. Ça te fatigue. Et pour faire de la performance à la suite de ça l'après-midi, c'est pas facile. Donc effectivement, de manière générale, on fait plutôt la montée, ou on commence la journée par de la montée. Ce qui veut dire que si on le fait dans le sens nord-sud, le soleil brillant au sud, on va pouvoir faire en fait la montée sur la face nord de notre montagne le matin, donc face nord à l'ombre et à la fraîche. La montée, c'est le moment où le système cardio-respiratoire s'affole, c'est le moment où on risque d'avoir trop chaud, l'hyperthermie. Donc, faire dans le sens nord-sud, c'est cohérent, dans le sens où le matin, on va faire l'ascension sur la face nord et la descente l'après-midi sur la face sud qui sera ensoleillée et chaude. La descente, on se refroidit et si on est en sueur, typiquement, c'est là qu'on chope le coup de froid. Donc pour la gestion du soleil, en fait, il serait plutôt pertinent de faire son GR5 dans le sens nord-sud. Donc en ayant effectivement statistiquement le soleil dans la gueule, mais en faisant la montée à la fraîche et la descente au chaud l'après-midi. D'ailleurs, la majorité des trekkers, des randonneurs font leur GR5 dans ce sens-là, nord-sud, et la majorité, enfin, tous les topo guides en fait que j'ai pu voir et tous les organisateurs de GR5 le font, enfin tous, 90% on va dire, dans le sens nord-sud. Il y a autre chose en faveur du nord-sud. Et ouais, au nord, on part du lac Léman. Il est super le lac Léman, il est sympa. Mais au sud, il y a la mer Méditerranée. Et si tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'au bout, juste avant, sur les spots de rêve, je t'invite à aller faire un tour dans la dernière minute de la vidéo où j'ai fait un petit montage sympa pour mettre en scène cette arrivée à la Méditerranée. Imagine-toi, ça fait 18, 25, 30, 35 jours que tu marches en haute montagne, il fait chaud, tu sues, tu pues, et tu arrives dans la mer Méditerranée et tu peux te baigner dans une eau chaude à 26 degrés alors que tu te baignes dans les bivouacs
de montagne, dans les petites rivières de montagne ou au refuge dans l'eau froide. C'est la cerise sur le gâteau, c'est la carotte, on va dire. Quand tu marches et qu'il pleut et que c'est la merde et qu'il fait froid, tu te dis, dans quelques jours, c'est la mer Méditerranée, le soleil, la plage. Et ça fait franchement plaisir. Donc encore un point de plus pour le sens nord-sud, qui va être le sens que je te conseille. On va parler un tout petit peu également de la dévariance maintenant. Parce que le GR5, alors je ne vais pas te parler de toutes les variantes bien sûr, mais de quelques-unes. Partir de Thonon-les-Bains ou de Saint-Gingolph, tu fais comme tu veux. Les puristes disent que c'est de Saint-Gingolph qu'on fait le départ. Très bien. À Thonon-les-Bains, il y a une gare, on y revient juste après dans la section transport. Tu auras sur ton GR5 des variantes partout, notamment des variantes sur la ligne de crête, qui seront donc des passages aériens par rapport au GR5 classique qui seront plus tranquillous. Je pense notamment à la variante GR5C sur la ligne de crête pour arriver au nord de Briançon. Waouh, je te conseille cette variante qui est d'une beauté mais phénoménale. En ce qui me concerne, à titre personnel, j'ai le vertige. Donc c'est aussi pour ça que je fais de la haute montagne, c'est aussi pour ça que je me tape les variantes en ligne de crête, pour travailler mon vertige. Si tu as trop peur de perdre le contrôle, n'y va pas, mais même si tu as un petit vertige, le GR5 par la ligne des crêtes au nord de Briançon, waouh, c'est vraiment un des spots les plus merveilleux du GR5. Et la grande variante, la grande question, à la fin, Nice ou Menton. Le GR5 va jusqu'à Nice, le GR52, donc la variante, on va dire, part à Menton. Différence entre les deux, tu as 40 km de plus pour aller jusqu'à Menton, c'est un petit peu plus long, mais tu passes par la vallée des Merveilles. Tous les randonneurs qui ont fait leur GR5, qui sont passés par la vallée des Merveilles, me disent « Waouh, David, il faut faire la variante pour arriver à Menton. » La vallée des Merveilles, c'est une vallée complètement préservée, très naturelle, et il y a des centaines de peintures rupestres. C'est-à-dire que tu es sur ton chemin, tu marches, et puis il y a un type, il y a 12 000 ans, qui a gravé un renne, un mammouth et un ours des cavernes sur un caillou juste à côté. C'est un petit côté sympa, un petit côté culturel, historique, archéologique, si ça t'intéresse, pardon, un petit côté vraiment sympa, en plus du côté nature. De plus, le petit bémol de l'arrivée à Nice, comme j'en ai parlé également sur la vidéo juste d'avant, sur l'arrivée à Nice, tu traverses tout Nice, quoi. Donc c'est des kilomètres de bitume, et après des jours et des jours de montagne au calme, il y a des voitures partout, des gaz d'échappement, ça klaxonne, ça pue, il y a du bruit. Bon, c'est un peu moins agréable. La vallée des merveilles est quand même un plus beau final. Voilà pour les quelques mots sur les variantes que je voulais aborder avec toi. Pour le reste, tu fais bien comme tu veux, là où le cœur te dit d'aller, ce sera parfait pour toi. On va parler maintenant un petit peu de la difficulté. Alors, le GR5, à nouveau, il est utile de préciser que ce n'est pas une balade du dimanche. Il s'agit de faire 600 km, 30 000 mètres de D+, donc ça fait des grosses journées de marche. Il y a une certaine difficulté quand même. On est sur du pierrier, on est beaucoup sur du chemin muletier, plus ou moins érodé. Plus tu vas vers le sud, plus c'est érodé, parce que c'est brûlé par le soleil et lessivé par les pluies. Et il y a du pierrier, il y a du névé, il peut y avoir de l'enneigement si tu le fais tôt ou tard en saison. Donc on est vraiment sur un terrain technique. Moins technique que le GR20, pour ceux qui font la comparaison. La Corse est plus technique que le GR5. Et le passage en fait le plus technique du GR5, à mon sens, c'est le sud, dans le Dauphiné, etc. Parce que sur le versant sud, Dauphiné-Mercantour plutôt, à nouveau le soleil brûle la terre, donc c'est desséché, c'est de la caillasse partout. Et avec la pluie, vu qu'il n'y a pas de couche végétale dessus, ça fait de l'érosion très forte. Donc c'est vraiment du chemin muletier très érodé avec de la grosse caillasse, en plus en descente majoritairement, parce qu'on redescend les Alpes, enfin la Méditerranée, dans le sens nord-sud du moins, donc c'est parfait pour se péter les chevilles. Ça rappelle un peu les sentiers du littoral, c'est une technicité avec de la caillasse vraiment partout. Autre difficulté qui se rajoute là-dessus, on est quand même sur une rando de moyen cours, il s'agit de marcher 3, 4, 5 semaines en fonction du rythme que tu vas faire. Je t'invite à gérer ton corps. Écoute ton corps, c'est ce que je répète souvent, mais c'est pas pour rien. Et pourquoi pas s'offrir des jours de repos. Un jour de repos, waouh, ça requinque le corps. Si c'est pas suffisant, 2 jours de repos, 2 jours et demi de repos ou 3 jours de repos, ça régénère ton corps d'une manière vraiment phénoménale. Donc si à un moment tu arrives à une limite, notamment articulaire, je pense à un genou, un ménisque typiquement. Une fois que le genou il commence à nécroser, ça va te pourrir la vie jusqu'à la fin. Donc prends soin de tes genoux. Je pense également à un tendon. Une tendinite bien enflammée en plein milieu du GR5, tu vas pleurer de douleur, quoi, et tu vas peut-être abandonner. Donc écoute ton corps,
écoute les limites qu'il te fixe, et s'il faut s'offrir du repos, ma foi, offre-toi du repos. Dernière difficulté, l'altitude. On est sur une altitude moyenne à près de 2000 mètres. On est quand même sur un massif qui monte très haut, puisqu'il y a le Mont Blanc, on passe juste à côté. Donc ça veut dire qu'à 2000 mètres d'altitude, il y a 20% moins d'atmosphère par rapport au niveau de la mer. Ça veut dire qu'il y a 20% moins d'oxygène. Donc quand tu respires autant qu'au niveau de la mer, tu respires 20% moins d'oxygène qui nourrit tes muscles pour l'effort. Quand tu n'es pas acclimaté, c'est-à-dire quand tu n'as pas passé plusieurs jours à 1000-2000 mètres, à 2000 mètres pour que ton corps fasse du globule rouge et ainsi augmenter sa capacité à transporter l'oxygène qui est moins présent, eh ben, c'est une petite difficulté. Si tu habites en montagne, que tu es montagnard, tu es déjà acclimaté. Mais typiquement, si tu viens d'une grande ville de la plaine, au début, tu vas en chier. Et c'est normal, faut pas trop se démoraliser là-dessus. Si tu peux faire une phase d'acclimatation avant de partir, si tu es assez riche en temps pour faire ça, fais-le. À défaut, sache que tes premières étapes, tu vas pas faire des marathons. Il y aura le coup de les dénivelés plus le manque d'oxygène. Enfin, on va parler, voilà pour les 3 difficultés principales de notre GR5. On va parler un tout petit peu de transport. Mais quel moyen de transport faire? Alors là, on a parlé déjà plusieurs fois du site gr5.fr. Je vais t'y orienter. Accès GR5. Voilà. Accès en termes de transport dans les Alpes. Il y en a presque une trentaine. Ça veut dire que tous les 25 km, en gros, il y a soit une gare SNCF, soit un bus qui passe. Donc c'est quand même plutôt confortable. Tous les quelques jours, tu as un accès quelque part pour être lié à la civilisation, soit pour faire ton GR5 en plusieurs tronçons, soit pour évacuer ou le reprendre, etc. Voilà, c'est parti pour les infos utiles. Et maintenant, on va faire la 5e et dernière vidéo de notre module. Le budget, on va voir combien est-ce que tu dois prévoir en fait en termes de budget. Pour ton GR5, c'est parti, on y va. La suite de la série vidéo, à nouveau ça se passe dans la description en lien en dessous de cette vidéo. J'espère que cet extrait de la formation GR5 t'a plu et dans tous les cas, je te souhaite une bonne journée, de belles randonnées et à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!